Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI1. Voici les titres de votre journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son homologue français ont échangé hier au palais de l'Élysée à Paris. Les deux chefs d'État ont abordé plusieurs questions dans le cadre de la coopération bilatérale entre leurs deux pays. C'est la troisième fois que les deux hommes se rencontrent sur les bords de la Seine. Le Premier ministre est aux États-Unis dans le cadre des assemblées de printemps FMI Banque mondiale. Amadou Gon Coulibaly a pris part hier à un panel de haut niveau traitant de l'impact de la technologie sur l'inclusion financière des pays en voie de développement. Le concours d'entrée au CAFOP au titre de l'année 2018 a démarré ce matin. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a lancé le concours au lycée moderne Jeunes Filles de Boaké. 41 000 candidats sont concernés cette année. Nous sommes samedi 21 avril, bonjour et bienvenue. Rendons-nous tout de suite en France où le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a été reçu hier vendredi à l'Élysée par son homologue français. Les deux chefs d'État ont abordé plusieurs questions dans le cadre de la coopération bilatérale entre leurs deux pays. Ils ont parlé entre autres du métro d'Abidjan, d'Airbus et du centre antiterroriste. Awa Touré, notre envoyé spécial à Paris. Les relations entre la Côte d'Ivoire et la France au beau fixe et les rencontres au plus haut niveau se succèdent. Le président de la République, Alassane Ouattara, chaleureusement accueilli ce vendredi 20 avril pour la troisième fois au palais de l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron après les rencontres de juin et août 2017. Au cours de ce tête-à-tête qui a duré près d'une heure, les deux chefs d'État ont fait le point sur la coopération militaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, avec la mise en place d'un centre de formation et le projet du métro d'Abidjan, un projet de 1,4 milliard d'euros financé en partie par la France. Nous avons parlé du métro d'Abidjan qui était un projet important et nous aurons un comité de haut niveau avec le ministre des Finances français et le ministre des Finances de Côte d'Ivoire pour faire avancer les choses le plus rapidement possible. Nous voulons que ça puisse aboutir en 2021 au plus tard. Avec le président Macron, nous avons la même vision et nous savons que la France avance, tire également l'économie ivoirienne. La Côte d'Ivoire fait des taux de croissance parmi les plus élevés au monde. Il n'y a pas d'inflation, littéralement, et nous sommes très contents. Au plan diplomatique, je signale que la Côte d'Ivoire est membre du Conseil de sécurité, comme la France, et nous travaillons très étroitement. Le président de la République, Alassane Ouattara, répondant à une question sur la politique intérieure, s'est prononcé sur le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Notre alliance est solide. Nous faisons des progrès considérables pour la Côte d'Ivoire, des taux de croissance parmi les meilleurs au monde, parce que nous avons cette alliance avec des gens très compétents. Et ce qui nous importe, c'est la stabilité de la Côte d'Ivoire. Et nous continuerons de travailler ensemble, y compris de préparer les élections en 2020. Tout le monde pourra être candidat et le meilleur sera choisi par cette alliance, le RHDP. Sur place, ici à Abidjan, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a pris part hier soir à la célébration de la fête nationale du Royaume-Uni. Et voilà qui témoigne de la vitalité des relations entre les deux pays. La coopération entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne se porte donc très bien. Plusieurs entreprises britanniques opèrent en Côte d'Ivoire, notamment dans les secteurs des mines, des hydrocarbures, de la finance ou encore de l'énergie. Mahama Traoré. La reine Elisabeth II d'Angleterre célèbre ce 21 avril 2018 ses 92 ans. Dénommée Queen's Birthday Party, cette commémoration a valeur de fête nationale pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. À Abidjan, l'événement a été célébré à la résidence de l'ambassadrice de la Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire, en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, et des membres du gouvernement. Preuve que les relations entre les deux pays sont au beau fixe. Plusieurs entreprises britanniques sont installées en Côte d'Ivoire et le service de délivrance des visas à Abidjan est de nouveau opérationnel pour les Ivoiriens désireux de se rendre au Royaume-Uni. Depuis 2012, on a réouvert le service visa ici, mais le message n'est pas encore passé. Alors je tiens beaucoup à faire passer le message à tous les Ivoiriens
que vous pouvez avoir les visas ici en Côte d'Ivoire. Vous pouvez introduire votre passeport et votre passeport va revenir ici, dans vos mains, ici en Côte d'Ivoire. Il y a tout un service, c'est online. Et si vous allez sur notre page Facebook UK en Côte d'Ivoire, vous allez trouver toutes les informations, tous les liens. La diplomate britannique rassure également que l'entrée en vigueur du Brexit en 2019 n'entamera pas l'état actuel de la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lui, est aux États-Unis depuis quelques jours dans le cadre des assemblées de printemps FMI Banque mondiale. Le chef de gouvernement a pris part hier à un panel de haut niveau traitant de l'impact de la technologie sur l'inclusion financière des pays en voie de développement. Selon la Banque mondiale, la technologie est une clé indispensable pour la lutte contre la pauvreté. Alexis Ouedraogo depuis Washington avec la collaboration technique de Lamine Dramé. À Washington, la Côte d'Ivoire a été invitée, au cours d'un panel de haut niveau, à partager son expérience en matière d'inclusion financière grâce à l'expansion du mobile money. Dans un pays où le taux de bancarisation se situe entre 12 et 13%, environ 40% de la population possède un compte mobile money. Les transactions aujourd'hui que nous avons de manière journalière en Côte d'Ivoire, pour environ 10 millions de personnes qui utilisent des comptes mobile money, représente environ 31 millions de dollars par jour. Alors nous pensons que ce sont des éléments importants qu'il faut approfondir, notamment en ce qui concerne, je dirais, le monde agricole, les paiements, au niveau des transactions au niveau du monde agricole. Nous sommes un grand producteur de cacao, vous le savez. Et donc, je vous invite d'ailleurs à consommer beaucoup de chocolat, ça fait du bien et ça va tirer un peu la demande de cacao pour la Côte d'Ivoire et ce sera très bien pour nos paysans. Mais pour payer ces paysans, nous pensons que le mobile money est un outil efficace aujourd'hui, même en matière de sécurité, pour éviter que des transactions se fassent avec du cash. Et le pays ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Dans plusieurs autres secteurs, il devrait soutenir l'innovation technologique. Le panel, qui voyait la participation de la reine Maxima des Pays-Bas, s'est aussi penché sur la maximisation de l'accès au financement de développement grâce justement à une bonne exploitation de la technologie. Pour le président de la Banque mondiale, la technologie peut sûrement améliorer les progrès et l'inclusion pour les populations défavorisées. Un peu plus tôt, au siège de la SFI, d'abord, félicitations. C'est avec des félicitations que le vice-président exécutif accueille Amadou Gon Coulibaly à son siège pour le succès de l'Eurobond 2018. La séance de travail a fait le point de la coopération entre le pays et l'institution. L'occasion pour Amadou Gon Coulibaly d'insister sur des appuis précis touchant l'amélioration de la qualité de vie des Ivoiriens. Le niveau actuel d'exécution en matière de logement est trop faible par rapport aux besoins au niveau des Ivoiriens. En fonction de votre expérience, sur la question des logements dans tel ou tel pays, on serait très intéressé de voir quel serait le modèle optimal ce qui concerne une promotion de construction massive de logements sociaux en Côte d'Ivoire. La SFI, branche privée du groupe de la Banque mondiale, a réitéré son engagement à accompagner le pays. En fin de journée, de retour à ses quartiers au Watergate Hotel, le Premier ministre a accordé une audience à l'ancien président de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka. Et pendant ce temps, ici en Côte d'Ivoire, le gouvernement est aussi à la tâche. Bruno Nabagné-Koné vient par exemple de recevoir une délégation d'hommes d'affaires nigérians représentant l'opérateur Main One. Main One, fournisseur de services de télécommunications et solutions réseau, va bientôt installer un câble en Côte d'Ivoire pour le réseau de télécom et d'Internet, de quoi améliorer la connectivité à l'international. Les précisions de Justine Seydjike. Un opérateur fournisseur de services de télécommunications et de solutions réseau à la conquête de la Côte d'Ivoire, porte d'entrée du marché ouest africain. Rencontre des responsables de l'opérateur Main One avec le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste pour sceller l'accord d'obtention d'une licence. L'opérateur Main One est donc éligible pour l'obtention d'une licence C1B. Aujourd'hui, nous avons autorisé un troisième opérateur et un quatrième câble supplémentaire qui viendra améliorer la connectivité à l'international, qui viendra donner encore plus de possibilités à notre marché, va intensifier
la concurrence. Donc, sans aucun doute, cela aura un impact sur les prix, cela aura un impact sur la qualité, cela renforcera la sécurité de notre infrastructure. Le démarrage des travaux d'installation du câble est prévu pour le mois de juin. Il sera disponible en 2019. Le coût des travaux s'élève à des centaines de millions de dollars et le choix de la Côte d'Ivoire par l'opérateur n'est pas fortuit. Que la Côte d'Ivoire est un pays extrêmement dynamique. C'est aussi la porte d'entrée pour beaucoup de pays dans l'Afrique de l'Ouest. Vous n'êtes pas sans savoir que la Côte d'Ivoire représente une part importante des activités économiques dans notre zone. Nous avons aussi choisi la Côte d'Ivoire à cause du dynamisme de son économie. N1 a débuté il y a maintenant de cela aujourd'hui 10 ans avec un investissement de 250 millions de dollars et nous comptons continuer à investir à la même allure et à la même cadence en Côte d'Ivoire aussi. L'installation de ce 4e câble en Côte d'Ivoire est une opportunité pour le réseau de téléphonie mobile, d'Internet et de connexion digitale qui compte des millions d'abonnés. Et c'est parti pour le concours d'entrée dans les centres d'animation et de formation pédagogique au titre de l'année 2018. Le coup d'envoi a été donné ce matin par Kandia Camara. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a lancé le concours au lycée moderne Jeunes Filles de Bouaké. Et ils sont plus de 41 000 candidats cette année à frapper à la porte du CAFOP. Le compte-rendu de Soro Corona. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle lance le concours d'entrée dans les CAFOP de Côte d'Ivoire, centre d'animation et de formation pédagogique. C'est le lycée moderne Jeunes Filles de Bouaké qui a abrité la cérémonie. Pour cette année, ils sont plus de 41 000 candidats qui veulent exercer le métier d'enseignant dans le primaire. Les 5 000 meilleurs seront retenus pour la formation des tout-petits. Ces recrutements successifs visent à combler les nombreuses salles de classe dans le primaire en enseignant de qualité. Vous savez que l'école est obligatoire en Côte d'Ivoire. Nous attendons beaucoup d'enfants dans nos écoles. Et cette année, comme les années précédentes, nous avons eu 10% d'élèves en plus. Et pour cela, nous avons besoin d'enseignants. Le gouvernement, avec à sa tête le président de la République et le Premier ministre, construisent beaucoup de salles de classe au niveau du primaire. Depuis 2 ans, le concours d'entrée au CAFOP connaît une délocalisation à l'intérieur du pays. Cette année, la région de Bouaké abrite 7 centres de composition. Tous les candidats de toutes les villes de l'intérieur étaient obligés de converger vers Abidjan. Et cela créait beaucoup de désagréments aux candidats. Et c'est la raison pour laquelle, depuis l'année dernière, nous avons ouvert des centres à l'intérieur du pays, vraiment pour décentraliser et démocratiser aussi le concours de CAFOP. Des efforts salués par les candidats. Bon, avec le déplacement, et puis on ne connaissait pas aussi, les gens étaient obligés de dormir à la gare. Bon, ça nous a beaucoup fatigués. Mais cette année, je suis dans ma ville, vraiment ça va. Et je vais remercier le ministre Kandia Camara pour cet effort pour que cette année nous puissions rester dans nos localités. Ce sont 2935 candidats qui composent en 3 matières à Bouaké, les mathématiques, le français et la culture générale. Pour cette année, 10 villes de l'intérieur du pays servent de centre de composition pour le concours d'entrée au CAFOP. Et de son côté, le secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle continue d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. Le département de Mamadou Touré vient de fournir en table-banc les établissements d'enseignement technique et professionnel. Mais ce n'est pas tout. Les apprenants n'ont pas été les seuls bénéficiaires. Des motos ont été également offertes aux directions régionales et départementales pour assurer la mobilité des agents. Franck Quadio. 160 tables bancs sur un total de 1076 prévus remis aux établissements de formation professionnelle ainsi que 45 motos offertes aux directions régionales de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est un geste du secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. À travers ce don, le secrétaire d'État entend faciliter la mobilité des directions régionales et départementales de son ordre d'enseignement et aussi permettre aux élèves d'apprendre dans de bonnes conditions. La remise de cet abonnement et de ces motos est en droite ligne avec cette dynamique de l'accroissement de la capacité d'accueil du dispositif de formation et de sa remise à niveau, améliorant ainsi la qualité
de formation. Donc, naturellement, de l'employabilité des sortants. Les bénéficiaires heureux de recevoir tous ces équipements qui vont faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils soulignent que les établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle manquent énormément d'équipements de formation. Cet acte de haute portée est pour nous la réponse à l'une de nos doléances faites à Monsieur le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, qui ne cesse d'œuvrer à l'amélioration de nos services depuis sa prise de fonction. Au nom de tous les bénéficiaires, nous lui disons merci. Nous lui promettons d'en faire bon usage. Le directeur de cabinet du secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a indiqué que des actions sont en cours afin de soulager l'ensemble des établissements techniques et professionnels. Quand les conditions sont réunies, les résultats suivent et les récompenses viennent. Tenez, la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a procédé jeudi dernier à une remise de bourses d'études à 48 jeunes filles ivoiriennes. Ces bourses octroyées par la CEDEAO dans le cadre de son programme de développement du genre sont destinées aux élèves les plus brillantes issues des filières scientifiques, techniques et professionnelles spécialisées. L'objectif étant de récompenser leur mérite. Montant global des chèques, 20 millions de francs CFA. Reportage Sephora Zegui dans un récit d'Ami Sissoko. 48 filles bénéficient de la bourse d'excellence initiée par le Centre de développement du genre de la CEDEAO. Une bourse qui vise à aider des jeunes filles brillantes issues de familles défavorisées à avoir une éducation de qualité jusqu'au plus haut niveau. Nous savons qu'en nous attachant à assurer la promotion de l'éducation des filles et de la formation des femmes, nous devons nous attaquer aux disparités de genre qui affectent le secteur de l'éducation. En vérité, il nous faut vaincre maints préjugés pour venir à bout de l'injustice dont souffrent les femmes et les filles et ainsi débarrasser la société d'un sérieux handicap pour son développement. Ces 48 bénéficiaires des bourses d'excellence de la CEDEAO ont été retenus pour leur excellent parcours dans les filières scientifiques, techniques et professionnelles. Cette bourse nous apporte une certaine sérénité dans nos études et soulage un peu quand même nos parents. Au nom de tous les parents ici présents et de tous mes amis bénéficiaires de la bourse CEDEAO pour le genre, nous tenons à vous dire infiniment merci. Maria Toukone, ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, exhorte les bénéficiaires à utiliser de façon efficiente cet appui financier. Restez des modèles. Vous avez été sélectionné sur la base de critères très rigoureux. Parce que vous êtes brillant, vous devez rester brillant pour encourager d'autres personnes à intégrer les filières scientifiques. Ce sont 20 millions de francs CFA qui sont repartis entre ces filles. Selon le niveau d'études, chacune a reçu un montant allant de 350 000 à 600 000 francs CFA. Cette bourse est valable dans tous les 15 pays membres de la CEDEAO. La coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et la France est au beau fixe. Une manœuvre dénommée Tourako vient de se dérouler ici même à Abidjan. Elle a engagé la quasi-totalité des unités spécialisées ivoiriennes et les militaires des forces françaises en Côte d'Ivoire. L'opération Tourako est donc un exercice tactique de l'armée de l'air française qui avait pour objectif l'accroissement des capacités opérationnelles des troupes ivoiriennes. Abou Sanogo. La coopération militaire ivoiro-française se renforce au fil des ans. En témoigne la manœuvre aéroterrestre dénommée Opération Tourako, du nom de cet oiseau des savanes africaines. Une opération qui vise à renforcer les capacités de l'armée ivoirienne. 5 jours ont suffi aux armées françaises et ivoiriennes de se lancer dans des exercices militaires en vue du renforcement des capacités des soldats et de l'interopérabilité des troupes en s'exerçant au procédé d'assaut, notamment l'aérotransport et l'aérolargage. L'exercice Tourako, piloté depuis le Centre national des opérations aériennes en France, est coordonné en Côte d'Ivoire par le Centre opérationnel interarmé de l'État-major général des armées, le Centre d'opération du 43e BIMA et le Centre opérationnel conjoint, Forces armées de Côte d'Ivoire, Forces françaises en Côte d'Ivoire, présents au sein de l'armée de l'air. Pour la partie ivoirienne, c'est une véritable découverte. Tourako a permis, en plus d'aguerrir les troupes,
de montrer l'avantage de la maîtrise de la troisième dimension au fin de s'affranchir des difficultés de projection dues aux élongations et de maîtriser l'environnement de manœuvre à travers un maillage réel du territoire par les unités spécialisées. Pour l'exécution des opérations et simulations, 5 villes ont été identifiées pour abriter certains aspects du scénario. Il s'agit de Yamoussoukro et Assini pour le largage et Grand Bérébi, Gagnoa et Sassandra pour le posé d'assaut. La direction de la police des stupéfiants et des drogues, elle, poursuit sa lutte contre les faux médicaments. Elle vient de procéder dans la commune d'Abobo à l'incinération de 45 tonnes de produits pharmaceutiques non enregistrés. Des médicaments contrefaits saisis ces 2 derniers mois lors de plusieurs opérations menées dans le district d'Abidjan. On retrouve Abou Sanogo. Des chargements de cartons à la préfecture de police d'Abidjan. En fait, ce sont des cartons qui contiennent des produits pharmaceutiques non enregistrés. Faux paracétamol, antibiotiques, vitamines, ampoules buvables ou produits améliorant les performances sexuelles. Ces faux médicaments ou produits pharmaceutiques non enregistrés étaient destinés au marché local. Pourtant, ils n'ont aucune autorisation de commercialisation en Côte d'Ivoire. Ce sont au total 45 tonnes de médicaments illicites saisis, fruit de 2 mois d'opérations menées dans le district d'Abidjan par la direction de la police des stupéfiants et des drogues. Les 2 camions affrétés pour l'occasion ont déversé toutes sortes de faux médicaments dans un cimetière de la commune d'Abobo. Ces marchandises illicites et dangereuses ont été détruites en présence du procureur de la République adjoint qui a salué l'action de la police. Pour les produits non enregistrés, ce sont des produits qui désorganisent le marché de la distribution des produits pharmaceutiques parce que ce sont des produits qui sont des produits légaux mais qui ne passent pas par le circuit légal de la distribution. Donc ça porte atteinte aussi à l'économie nationale. Quant à la seconde catégorie de produits qu'on a incinérés, à savoir des produits issus de trafic illicite, ce sont des produits dont la valeur pharmaceutique n'est pas avérée, n'est pas prouvée et donc qui portent atteinte à la santé de nos concitoyens. Et donc c'est le lieu de demander aux populations de vraiment participer à la lutte en dénonçant bien entendu les différentes cargaisons qui viennent, sont vraiment engagés. Tous ceux qui vont se donner à cette activité-là seront démasqués et traduits devant les tribunaux. Les produits pharmaceutiques non enregistrés sont nocifs pour la santé. Ils représentent 10% du marché mondial de la pharmacie, selon l'Institut international de recherche anti-contrefaçon de médicaments. Près d'un médicament sur 3 utilisé en Afrique est illicite ou contrefait, ce qui en fait la région du monde la plus touchée par ce trafic. Et nul n'ignore que ces faux médicaments nuisent gravement à notre santé. La lutte se poursuit donc. Cette lutte-là, elle a été gagnée par notre pays. Depuis décembre 2015, la Côte d'Ivoire est libérée de la poliomyélite. Mais le pays ne dort pas du tout sur ses lauriers. L'objectif du gouvernement étant de détruire les dernières poches de résistance de la maladie sur l'ensemble du territoire national. Le premier passage de vaccination des enfants de 0 à 5 ans au titre de l'année 2018 a été lancé hier vendredi à Soubré et ce sont plus de 9 millions d'enfants qui sont concernés par la campagne. On en sait plus avec Sam Conan, notre correspondant dans le Bas-Sassandra. Encore 2 gouttes à ces enfants pour garder notre pays sans polio. Voici l'objectif que vise le gouvernement en lançant officiellement ce vendredi à la place Maracana de Soubré le premier passage de vaccination contre la poliomyélite pour l'année 2018. Ces 2 gouttes suffisent pour cette campagne, mais les autres campagnes, il va falloir encore d'autres gouttes. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que nous sommes dans une étape de défi pour la Côte d'Ivoire. On vous l'a dit, nous sommes libres de la polio. Ça veut dire que nous sommes en train d'avancer. Depuis 2011, on vous l'a dit, il n'y a pas de cas de polio. Voilà, donc on ne doit plus relâcher. Durant 4 jours, les agents vaccinateurs vont sillonner les ménages sur toute l'étendue du territoire national pour vacciner les 9 millions d'enfants de 0 à 59 mois, donner de la vitamine A à ceux de plus de 6 mois à 59 mois et des déparasitants aux tout petits de 12 à 59 mois, à la grande joie des parents. Aujourd'hui, sincèrement, j'ai envie de vacciner mes enfants. C'est important qu'on vaccine notre enfant pour le bien de notre enfant. J'ai invité à mes soeurs, nous avons envoyé les enfants, ils vont vacciner les enfants. Là, les enfants ils vont avoir bonne santé. C'est donc parti pour le premier passage de vaccination contre la polio au titre de l'année 2018.
Dans l'optique de créer un cadre de rencontre et d'échange entre les populations de 3 sous-préfectures du département de Ferkessédougou, la plateforme d'action de la jeunesse pour le développement de ce département initie une activité. Elle est dénommée « Cahier d'un retour au pays natal ». Au cœur de cette activité, l'agriculture. L'agriculture comme solution au chômage des jeunes. Kader Sogodogo, RTI Boaké. La plateforme d'action de la jeunesse pour le développement de Ferkessédougou, en abrégé PAJDEF, réunit en son sein les filles et fils de ce département. Ils sont pour la plupart en activité loin de leur localité. Toutefois, l'essor de leur département constitue une priorité pour eux. L'insertion socio-professionnelle des jeunes sans emploi à travers l'agriculture est leur nouvelle vision. D'où le concept, le cahier d'un retour au pays natal. Nous avons constaté que la quasi-totalité des jeunes ressortissants du département de Ferké qui sont à Abidjan ou à l'intérieur du pays sont le plus souvent loin des réalités qui se vivent ici, chez nous, à Ferké. Donc nous avons décidé d'initier cette activité-là, de sorte à inciter nos jeunes frères qui sont à l'intérieur du pays à venir à Ferké pour toucher du doigt les réalités que nos parents vivent et voir comment nous pouvons apporter des solutions à notre manière. Lors de cette sortie à Ferkessédougou, des jeunes venus de Kumbala, Togoniéré et Ferkessédougou ont pris part à des échanges autour de la gestion de micro-projets et d'une insertion réussie à la terre. Ces jeunes peuvent compter sur les cadres du département. J'ai mis à disposition à la PAJDEF 5 hectares. C'est pour répondre à la problématique de la responsabilité de la propriété foncière et en même temps sur l'espace pour la formation de ces jeunes. Le cahier d'un retour au pays natal à Ferkessédougou était placé sous le parrainage du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafowa Koulibaly. La journée internationale de la famille sera célébrée le 15 mai prochain ici en Côte d'Ivoire. L'enfant au cœur des familles, voilà le thème cette année. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a procédé récemment au lancement des activités de la journée et du concours de la famille modèle. Franck Quadio nous en dit plus. C'est la commune d'Abobo qui va abriter la célébration officielle de la Journée internationale de la famille le 15 mai prochain. Selon la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, le thème de cette édition est l'enfant au cœur des familles. Nous avons choisi ce thème, l'enfant au cœur des familles, parce que aujourd'hui, nous avons constaté que les familles font face à plusieurs défis, parmi lesquels on peut citer la protection de l'enfant. Ce sera à travers ce thème le lieu d'accorder une attention particulière à quelques mots qui minent notre société à travers les sous-thèmes comme les violences faites aux enfants, le phénomène des enfants en rupture sociale, la démission des parents, la cybercriminalité et l'incivisme. Plusieurs activités sont donc prévues au cours de cette célébration. Nous avons d'abord l'organisation de la tribune d'échange dénommée les rendez-vous de la famille. Il y aura également comme activité le salon de la famille. Une autre activité, celle-là particulière, le concours de la famille à modèle, dont les inscriptions des familles candidates ont lieu du 20 avril au 11 mai prochain. C'est un prix qui est institué avec pour objectif d'encourager les familles à s'attacher aux valeurs sociales fondamentales, d'inciter les familles à la cohésion en leur sein et avec leur entourage, d'amener les familles ivoiriennes à occuper pleinement leur place en tant qu'acteurs dans le processus de développement de notre pays. À cette cérémonie de lancement, le lauréat de l'édition 2017 de la famille à modèle donne quelques informations ayant favorisé son élection. Dans notre région, nous sommes pratiquement dans les structures de développement, les mutuelles. Dans notre quartier, nous faisons l'effort nécessaire de soutenir tant soit peu ce que nous pouvons. Il faut dire clairement qu'il y a toujours des problèmes dans le foyer. Mais nous faisons l'effort nécessaire pour que ces problèmes se règlent dans la chambre. Les lauréats du concours de la famille en modèle seront connus au mois d'août, mais déjà la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité invite les familles ivoiriennes à y participer massivement. Au Zimbabwe, l'ex-président Robert Mugabe devra s'expliquer sur la disparition des revenus diamantifères représentant la somme de 15 milliards de dollars de revenus. C'est ce qu'a affirmé hier vendredi le président du comité parlementaire en charge des mines et de l'énergie. L'ex-chef d'État est donc cité à comparaître le 9 mai prochain.
Voilà, c'est sur ces images que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et bon week-end sur la chaîne qui rassemble.